Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Alegria Real Estate. Moi c'est Caroline et aujourd'hui on est en compagnie de Lisa pour ce deuxième épisode du podcast Immobilier en Espagne et j'espère qu'on en aidera beaucoup dans leurs projets. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est simple, on est beaucoup sur nos réseaux sociaux et on vous écoute, à savoir que beaucoup d'entre vous vous demandez quelles sont les étapes de l'expatriation, par quoi commencer, le travail, le logement, l'administratif. Vous avez beaucoup de questions et on n'a pas trouvé mieux que de vous présenter nos propres parcours puisqu'ils sont différents. Quelque chose de très intéressant. En plus, Lisa, il me semble que tu as postulé pendant tes vacances. Exactement. J'étais venue ici en Espagne et je suis tombée vraiment amoureuse du secteur. Et je me suis dit, pourquoi pas postuler? J'étais agent immobilier aussi en France. Et j'ai de la chance, mon métier existe aussi en Espagne. Donc j'ai postulé directement dans une agence immobilière espagnole. Alors vous me direz, Lisa, il faut parler espagnol pour ça? Pas forcément. Je ne parlais pas espagnol quand je suis arrivée, je parlais anglais et français. Et donc, j'ai postulé en anglais pour... Moyennement français d'ailleurs. Et donc, j'ai postulé en anglais dans l'agence immobilière et j'ai eu ma réponse très, très rapidement. Je suis repartie en France et là, j'ai voulu commencer mes démarches. Alors, on commence par quoi la démarche? On commence par le NIE. Donc, le NIE, c'est quoi? Le numéro d'identification étranger. Donc, à côté de chez moi, il y avait un consulat, enfin pas très très loin. Du coup, je leur envoie un petit mail en disant voilà, j'ai besoin d'un numéro d'identification étranger, pouvez-vous me donner un rendez-vous? Et suite à ça, la personne m'a dit très bien, quelle est votre demande? Pourquoi vous voulez un NIE? Du coup, je lui ai dit pour travailler en Espagne. Elle m'a dit vous vous débrouillez, vous allez vous demander votre NIE directement sur place. La réponse est plutôt satisfaisante. Ouais, du coup, je me suis dit d'accord, très bien. Et d'ailleurs, petit aparté, pour tous mes clients qui me demandent, même ceux qui souhaitent s'expatrier en Espagne, si vous n'avez même pas encore de projet d'achat, si vous voulez demander votre NIE en France, alors petit hack, vous demandez pour un achat. Et là, ils vous refuseront. Traduction de petit hack, astuce. Astuce pour avoir son NIE directement par le consulat. Anticiper un maximum le NIE, puisque ça va être la toute première étape, vous verrez, de ce long parcours de l'expatriation essentiel, que ce soit pour l'achat d'une maison simplement ou pour le parcours d'expatriation. Et toi, du coup, comment a commencé ton parcours ? Alors moi, c'est plutôt très différent puisque finalement, mon NIE, moi, je l'ai eu 2 ans plus tôt, donc bien avant de penser à m'expatrier en Espagne, puisque vous ne le savez peut-être pas encore, mais Torrevieja est une super ville pour investir. Donc, en tant qu'anciennement investisseuse, je me suis dit, ok, commençons par là. Donc, j'ai demandé mon NIE. Moi, ça s'est plutôt bien passé puisque j'ai fait la demande en amont, j'ai fait mes petites recherches sur Internet et donc le consulat, pour ce motif, me l'a accordé. Donc j'ai fait ma demande, j'ai pris rendez-vous, j'ai rempli le formulaire EX15 avec les papiers d'identité, photo d'identité et puis la taxe qui est de 9 € quelque chose. Je me suis présentée au consulat et après, donc 20 jours après, j'ai eu mon NIE par mail. Ok, super, donc plutôt avantageux. Ici, moi, donc, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée ici, forcément, pour signer mon contrat de travail, on m'a dit, avant ça, Lisa, il faut que tu aies certains documents. Et débrouille-toi, Lisa. Donc, je me suis dit, ok. Donc, j'ai embauché un avocat pour le faire pour moi. Pour le numéro d'identification, si vous embauchez quelqu'un, c'est environ 150 € pour le faire pour vous, donc auprès du commissariat. Et suite à ça, j'avais besoin forcément d'ouvrir un compte bancaire de non-résidents pour, bien évidemment, accueillir mon salaire. Un salaire espagnol sur un compte bancaire espagnol. Donc ici, on a de la chance, c'est que, étant donné que c'est une ville et un pays qui est très ouvert sur l'immigration, on a la possibilité d'ouvrir des comptes bancaires en tant que non-résident espagnol. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une question qu'on a souvent. Est-ce qu'en tant que non-résident, en tant qu'étranger, on peut avoir un compte bancaire en Espagne? Et c'est oui. C'est oui, on peut avoir un compte bancaire de non-résident. Donc, j'ai ouvert mon compte bancaire de non-résident, très simple. Il me fallait donc mon numéro de fiscal français, puisqu'à la base, j'étais encore résidente française. Mon passeport, tout simplement, et mon NIE. Et on verra plus tard dans la vidéo
que les comptes bancaires de non-résidents, c'est un petit peu comme les Pokémon, ils évoluent dans leur version supérieure et on en parlera plus tard. Pour ma part, eh bien, je suis toujours en compte bancaire de non-résident. Je vous expliquerai plus tard pourquoi également. Pourquoi j'avais déjà un compte bancaire avant de venir en Espagne? Eh bien, encore une fois, c'était dans le projet d'investissement. C'était pour faire le transit des fonds de la France vers l'Espagne pour pouvoir acheter un bien immobilier. Donc, j'ai gardé le même, tout simplement. Ok. Suite à ça, il faut autre chose aussi pour obtenir un contrat de travail. C'est le numéro de sécurité sociale. Et comment tu l'obtiens, ce numéro de sécurité sociale? Comment on l'obtient? C'est très facile. Alors encore une fois, j'ai délégué cette partie-là. C'est très facile pour elle, encore une fois. Puisque j'ai délégué cette partie-là. Donc pour moi, c'était assez simple. D'abord, il faut ce qu'on appelle un certificat digital. Alors un certificat digital, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel qu'on installe en fait sur notre ordinateur qui va nous permettre en fait d'obtenir une signature électronique pour faire d'autres... Il n'y a pas trop le même... Non, il n'y a pas la même chose en France. Alors, en fait, le certificat digital, c'est une authentification... Ça nous sécurise dans toutes nos démarches en ligne. Alors, essentiellement, pourquoi on l'utilise ici, au-delà de générer le numéro de sécurité sociale, ça va être pour payer les taxes, par exemple. Payer les taxes en ligne, ça permet de faire toutes les démarches en ligne, à distance, sans devoir se déplacer, parce que ici, vous le verrez peut-être ou pas, soit vous avez le certificat digital. Exactement. Donc, certificat digital que j'ai délégué. Si vous le déléguez vous aussi, ça coûte environ 70 €. Soit vous le faites vous-même, puisque aussi, pour rappel, je ne parlais pas espagnol. Donc, faire des documents dans un pays étranger quand ce n'est pas les mêmes procédures et que vous ne parlez pas la même langue, ça peut être un petit peu un chemin de croix. Tout à fait, les mots sont bien choisis. Alors, pour moi, ça a été un petit peu, voire beaucoup très différent, c'était très français. Très français. Puisque moi, je parle espagnol et donc je me suis dit, tiens, je vais faire des économies. Super, Caroline. Franchement, je ne leur ferai pas. Je vais vous raconter. Donc, bien évidemment, on a les mêmes besoins. Qu'on délègue ou qu'on délègue pas, il va falloir qu'on passe par les mêmes étapes. Donc, certificat digital pour générer ce fameux numéro de sécurité sociale qui est obligatoire pour travailler et pour générer le contrat de travail. Donc, tant qu'on ne l'a pas, on vous dit dépêche-toi parce que sinon, tu ne vas pas le signer, ton contrat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se déplace en personne, alors soit à la mairie de la ville, soit directement au centre de sécurité sociale. Et là, c'est l'aventure, puisqu'on y va une première fois. On vous dit qu'il faut prendre rendez-vous. On y retourne une deuxième fois. On nous demande la nature du rendez-vous. Et on y retourne une troisième fois pour normalement faire le certificat digital si la personne en face de vous a envie de le faire. Et on nous dit non, ce n'est pas le bon document que vous avez. Exactement. Donc, la troisième fois était la bonne. Donc, j'obtiens mon certificat digital, en tout cas le petit numéro qui me permet de l'installer sur mon ordinateur. Et là, je peux enfin générer mon numéro de sécurité sociale. Tout ça, peut-être que ça m'a pris 2-3 semaines et toi, ça t'a pris... Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai fait. Effectivement, en voulant faire des économies, mais bon, en tout cas, je suis très contente d'avoir réussi à le faire et bien suite à ça, j'ai pu signer mon contrat de travail. Oui, parce que quand même, ce qu'on n'a pas dit, c'est que avant ça, j'ai quand même essayé de le faire moi-même. Mon numéro de sécurité sociale. Je me suis quand même déplacée là-bas et on m'a baladée. Très honnêtement, on m'a baladée, on m'a dit non, c'est dans l'autre bâtiment d'à côté. C'était pas vrai. Je vais dans l'autre bâtiment, on m'a dit c'est pas le bon document que vous avez. Donc vraiment, c'est la confusion de la langue, la confusion où ils voient que tu n'es pas prête pour la procédure. Enfin bref. Déléguer si vous vous en sentez pas capable, si vous ne parlez pas la langue et si vous n'avez personne pour vous aider. Si on ne l'a pas encore dit, c'est 70 € le certificat digital. Budgétez en fait. Budgétez votre projet d'expatriation. C'est plus là, simple. En tout et pour tout, on en a pour 500 €. 500 € d'administratif, on va dire, qui vous permettent d'être tranquille. En règle, vraiment, avec... ça comprend aussi tout ce qui est résidence, qu'on va reparler juste après. Tout à fait. D'ailleurs, ça a été très rapide pour toi. Et juste avant de parler d'ailleurs de la résidence, je voulais faire un petit point du coup sur le padron. Qu'est-ce que le padron? C'est un document qui vous permet de vous recenser.
Tout à fait. Donc de certifier où vous habitez et ça a son importance puisque ça va vous permettre de vous enregistrer dans un centre de santé. Donc très important et on nous demande très souvent la qualité de la santé en Espagne, c'est comment ? Eh bien la santé en Espagne c'est simple déjà pour commencer. Déjà. Puisqu'on habite quelque part, on a un centre de santé qui est affilié et dans ce centre de santé on a médecin et infirmière. Et infirmière, exactement. Donc on n'a pas à chercher le médecin de famille qui va avoir un petit peu de place pour nous, etc. Faire 30 minutes de route pour avoir un médecin. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, personnellement, mon centre de santé est à 5 minutes de mon logement, donc c'est parfait. Exactement. Ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, le nerf de la guerre, on y vient, donc la résidence. Alors, pour ma part, donc pour parler de mon expérience, au bout de 3 mois de salariat, j'ai fait ma résidence, puisque vous pouvez donc demander la résidence au bout de 3 fiches de paye. Donc, avec vos fiches de paye, donc vos dernières, votre contrat de travail, votre NIE et votre certificat digital. Donc, tout à fait. Bien sûr, au bout de 3 mois, je ne savais toujours pas très bien parler espagnol, ou du moins pas pour faire la résidence. Donc, j'ai encore fait appel à quelqu'un. Alors là, vous en avez à peu près pour 280 € pour faire la résidence. Mais tout à fait. Au moins, vous êtes tranquille. Et j'ai ma petite carte verte. Et ouais. toi, du coup, Caroline? Tu fais bien de poser la question, puisque le problème, eh bien, quand on essaie de tout faire soi-même, eh bien, c'est qu'on a tendance à procrastiner un petit peu. Donc, ça fait plus d'1 an que je suis sur le territoire. Je n'ai pas fait ma demande de résidence. Alors, attention, ce n'est pas ce que, bien évidemment, je préconise. Mais en tant que citoyen européen, on a un petit peu moins de pression à ce sujet-là. Bien entendu qu'il y a des avantages à être résident et d'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que le sujet vous intéresse ? Comme ça va me motiver à faire ma demande de résidence en Espagne. Est-ce que vous voulez que je documente le processus ? Mettez-le nous en commentaire. Et de cette façon-là, eh bien, peut-être que grâce à vous, je serai enfin résidente en Espagne. Exactement. D'ailleurs, juste pour faire le parallèle, ce n'est pas parce que tu n'es pas résidente que tu ne payes pas tes impôts en Espagne. Oui, d'ailleurs. De toute façon, c'est de fait. Donc, en tant que salarié, on est déclaré sur le territoire. C'est d'ailleurs pour ça que généralement, on ne se presse pas quand on ne délègue pas parce que de toute façon, on existe déjà pour les autorités fiscales. On paye ses impôts sur le revenu, ses impôts sur tout ce que vous avez sur le territoire d'ailleurs. C'est automatique et le gouvernement espagnol est au fait. C'est-à-dire que si vous ne payez pas vos impôts, hop, on le prend de votre compte en banque. Donc, on passe pas entre les mailles du filet ici. Voilà, exactement. Est-ce que c'est un avantage d'être résident et notamment sur l'ouverture du compte bancaire ? Eh bien oui, puisque moi, je m'en rappelle, le banquier, quand j'avais ouvert mon compte bancaire, il m'avait dit le jour où tu seras résidente, tu m'envoies en photocopie ta petite carte verte et je vais pouvoir te changer ton compte bancaire et te le passer en tant que résident. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire que j'ai en dessous de 29 ans et ici, quand on a en dessous de 29 ans, on ne paye pas de frais sur son compte bancaire. Super. Donc ça va plus durer longtemps, hein, mais la jeunesse s'en va. Il me reste 2 ans peut-être. Pour ceux qui se poseraient bien évidemment la question, puisqu'il y en a beaucoup qui se disent oui, mais les frais bancaires en Espagne c'est cher. Eh bien, ça dépend des projets. Bien évidemment qu'en tant que non-résident, alors si on parle de mon cas, je paye 40 € du trimestre. Alors, je payais la même chose en France. Donc, en fait, moi, ça ne me change pas la vie. Il y en a beaucoup qui trouveraient ça cher. Moi, personnellement, non. C'est vraiment... c'est subjectif, hein, la notion de cher, pas cher. Voilà. Complètement. Donc, on a quand même fait le tour. Hein, on a quand même fait le tour. Ton parcours, de mon parcours. Donc, on retient que tu dois faire ta résidence. Ouais, vous pouvez me le rappeler. Mettez-le en commentaire aussi. Vous pouvez me rappeler. Si vous avez d'ailleurs d'autres questions que celles dont on n'a pas abordé, ou bien vous avez des questions sur notre expérience, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Nous, on sera très heureux de vous retrouver la semaine prochaine. D'ailleurs, si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous souhaitez que l'on discute ensemble, n'hésitez pas aussi à nous les mettre en commentaire. J'étais avec Caroline aujourd'hui. Et moi, j'étais avec Lisa. Et on vous souhaite une très belle journée. On vous dit à très bientôt. Hasta pronto.